Bonjour, messieurs, mesdemoiselles, mesdames, en direct de Studio ATL, Atlanta, États-Unis, nous voulons vous présenter une émission spéciale aujourd'hui avec l'intention d'informer et d'aider la communauté congolaise à travers le monde. Cette émission vous sera présentée par Aimé Stéphane Mukendi et cette émission va tourner autour de la COVID-19. L'émission s'appelle Action rapide sur la COVID-19. Sur ce plateau aujourd'hui, je suis ensemble avec un groupe médical, des experts ici aux États-Unis et des professionnels. Et je vais tout doucement donner d'abord ma parole au président de la communauté congolaise d'Atlanta, M. Toumba Dédé. Bienvenue sur le plateau, M. Dédé Toumba. Bonjour à tous. Jambo yenu, wetwaou, bote na beno, bote na bino bonso. Et c'est une opportunité aujourd'hui où on se retrouve ici pour pouvoir discuter de ce grand fléau qui nous touche tous ici à Atlanta et partout au monde. Et avec mes frères et sœurs qui sont ici, nous avons cette opportunité de venir dans vos familles et partager nos soucis, partager nos expériences et pourquoi pas avoir une discussion avec vous. Alors, nous avons envoyé le lien sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez envoyer vos questions sur nos réseaux sociaux directement avec votre nom et votre numéro de téléphone et nous allons donner ça à notre modérateur. Donc, merci encore d'être là. Et ce n'est pas la première fois que nous allons commencer. Nous aurons d'autres émissions plus tard dans les semaines à venir à propos de la santé en général. Donc nous allons encore réinviter nos frères et sœurs sur ce panel pour pouvoir discuter d'autres maladies qui ravagent notre communauté. Merci encore et à tout à l'heure. Merci encore une fois, Président Dédé Toumba de la communauté congolaise d'Atlanta. Je vais présenter alors les participants sur le plateau de Studio ATL. Et je vais partir de ma droite. À ma droite se trouve Madame Mouteba Julienne et je vais vous donner son titre malheureusement en anglais comme nous sommes dans une administration anglophonique. Elle est ce qu'on appelle Family Nurse Practitioner. La deuxième personne qui est participant sur ce plateau s'appelle Madame Kabanga Florence. Elle est Unit Secretary ici à Atlanta aux États-Unis. Et à ma gauche, Madame Ebama Sandrine. Elle est épidémiologiste en français. Et plus loin, à ma gauche, j'ai Madame Ebama Huguette. Elle est Infectious Disease and Internal Medicine Physician. Bienvenue sur ce plateau. Sans pour autant tarder, nous savons que les questions ont été posées en avance. Je vais tout doucement passer par des questions, mais avant d'y aller, laissez-moi donner à tout le monde la chance de participer pour ceux-là qui sont en train de nous suivre en direct sur la page Facebook.
Vous pouvez aussi texter directement au 470 825 66 28 États-Unis. Pour ceux-là qui veulent texter sur WhatsApp à partir des pays éloignés, des pays étrangers, vous pouvez toujours utiliser le code États-Unis. Je pense que c'est +1. Je répète, 470 825 66 28. Je passe à la première question. Ces questions ont été écrites en anglais, mais je ferai de mon mieux pour essayer de les garder, de les traduire de manière qu'elles restent compréhensibles et compréhensibles pour ceux-là qui parlent français. Cette émission sera tenue généralement en français, mais nous sommes aussi ouverts pour essayer de parler, d'utiliser les autres 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Alors, la question, quelles sont les autres méthodes additionnelles qu'on peut utiliser pour essayer, n'est-ce pas, de se garder en bonne santé sans prendre risque d'être contaminé par rapport aux méthodes recommandées officiellement par le CDC, Center for Disease Control. Et cette question sera répondue par un des participants ou une des participantes, donc je n'ai que des dames jusque-là, on en aura d'autres, une des participantes sur ce plateau. Qui prend la première question? Je peux prendre la première question pour donner peut-être juste un élément de réponse. À part ce que le CDC nous recommande de laver les mains, porter le masque, faire la distance quand on est dans un milieu social, je peux encourager notre communauté à veiller surtout aux enfants. Parce que comme on nous dit que cette maladie ne touche pas trop aux enfants, nous avons tendance à négliger cet aspect-là. Alors, je vais encourager notre communauté, pour ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, chaque fois quand les enfants viennent de l'école, qu'ils lavent d'abord les mains. Parce qu'ils viennent de dehors, pas seulement de l'école, mais quand on va dehors avec les enfants au parc ou bien quand ils jouent dehors, la première chose qu'ils doivent faire quand ils entrent dans la maison, c'est laver les mains. Ça, c'est le premier élément de ma réponse. Le deuxième élément de ma réponse, ça sera d'encourager notre communauté aussi, d'avoir cette culture-là, de désinfecter les petites histoires qu'on utilise beaucoup à la maison, comme la télécommande, les poignées de porte. Je sais pas, peut-être si vous avez des escaliers, il y a la rampe des escaliers là qu'on touche souvent quand on monte. Il y a beaucoup trop de petites choses qu'on touche à la maison, surtout quand on a des visiteurs qui sont venus, ils peuvent utiliser la télécommande pour regarder la télé. Alors qu'on ait cette culture-là de commencer à désinfecter avec les lingettes. On vend beaucoup de lingettes maintenant, à Walmart, partout. On peut commencer à désinfecter et essuyer. Fantastique. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter avant qu'on passe à la deuxième question? Je voudrais peut-être souligner simplement ce que ma soeur a parlé par rapport aux enfants. Les enfants, surtout quand il s'agit des maladies respiratoires, les enfants sont les premiers porteurs de maladies. Donc, même s'ils ne sont pas affectés directement, mais ils peuvent ramener la maladie à la maison. Donc, ce que ma soeur a vraiment dit, c'est très important vraiment de garder cette attention sur les enfants et aussi de leur donner cette habitude d'hygiène aussi. Merci. Merci. Je passe alors à la deuxième question. La deuxième question, elle fait référence au vaccin. Il me semble qu'il y a plusieurs déjà vidéos, plusieurs textos qui passent d'un téléphone à l'autre, d'une tablette à une autre. Sur le vaccin, c'est à la une. Alors, la question est comme suit. J'essaie de la traduire aussi comme elle a été formulée en anglais. Elle dit ceci, pour ceux-là qui ont décidé
de ne pas accepter le vaccin, quelles sont les mesures qu'on peut implémenter pour essayer de prévenir la COVID-19 sans pour autant utiliser le vaccin? Et je ne sais pas qui va prendre cette question sur le plateau, qui va répondre à cette question. Bon, Maman Julienne, je crois que la deuxième question, ça va avec la première question. Presque oui. Et ce que je peux ajouter, c'est se garder en bonne santé, bien manger, bien boire et bien dormir. Quand on dit bien manger, c'est avoir un repas complet et puis au moins 6 à 8 verres d'eau si tu n'as pas de problème de reins, et puis bien dormir, 6 à 8 heures de sommeil. Je crois que ça va t'aider à garder ton immune système fort. Ok, cette question a ce qu'on appelle une sous-question et qui dit ceci. Je la lis un peu en anglais. Do you still have to use these measures after the vaccine? Autrement dit, faudra-t-il toujours continuer à respecter ces mesures? Donc les mesures de prévention après qu'on ait été vacciné. Je peux répondre oui. Certainement. Certainement oui, on doit continuer, puisque pour le moment, je connais une de mes infirmières qui a eu le vaccin, la première dose, et puis elle est à la maison, elle est testée positive. Donc, il faut toujours continuer à prendre les mesures que les centres de contrôle des maladies nous donnent. J'aimerais ajouter à ce que Maman Florence a dit, c'est Maman Sandrine. Donc, en ce qui concerne le vaccin peut donner une protection à 95% dès qu'on a la deuxième dose. En première dose, ça stimule un peu le système immunitaire, mais cela ne veut pas dire que ça protège immédiatement. Il faut une deuxième dose. Et non seulement ça, quand vous recevez maintenant même la deuxième dose de vaccin, vous pouvez toujours être porteur du virus parce que ça se passe par des gouttelettes respiratoires. Donc, même si la personne est vaccinée, il n'est pas affecté par les symptômes, mais il peut aussi transmettre. Donc, si dans la maison, il y a des personnes âgées qui ont peut-être des autres maladies et qui sont maintenant exposées, ils peuvent aussi être atteints du virus facilement. Donc, c'est pour ça que nous exigeons de garder le masque jusqu'à ce que nous pouvons au moins achever une couverture idéale de vaccin. Absolument. Alors, ceci nous renvoie à vraiment la question même qui touche le vaccin. Et cette question dit ceci. Quelle est l'efficacité réellement en termes de prévention? Ou non, excusez-moi, je refais parce que la question a été écrite en anglais, je cherche. Alors, quelle est l'efficacité du vaccin par rapport aux mesures de prévention? Autrement dit, les mesures de prévention qui ont été recommandées par le CDC. Quelles sont, autrement dit, quelle est l'efficacité du vaccin par rapport aux mesures de prévention? Et qui va répondre à cette question? Bon, je peux donner un premier élément de réponse. Peut-être que Maman Sandrine peut ajouter quelque chose. Ce que je peux faire voir à notre communauté, c'est que quand on parle de vaccin, on voit l'échelle de la population tout entière. Le vaccin, ce n'est pas quelque chose qui est comme un antibiotique que quelqu'un peut prendre personnellement. Le vaccin, donc, je peux dire, c'est un produit qui est lancé pour avoir un effet au niveau de toute la population. Alors, les autres mesures de prévention, c'est un tout petit peu plus personnel, parce qu'il y a, même pour porter les masques, il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas porter les masques, tout ça.
Alors, c'est difficile de comparer les deux. Ce que je peux dire, c'est que ça doit se compléter, ça doit être supplémentaire, ça doit se compléter l'un l'autre. On ne peut pas les séparer pour les comparer. Donc, juste pour soutenir ce que vous venez de dire, donc le vaccin est une affaire qui est contrôlée de A à Z par un corps médical. Mais par contre, chaque individu doit maintenir une certaine discipline de manière à se garder sain et sauf et aussi protéger la société. Oui. C'est un peu ça que vous venez de dire. Et on va donc évoluer. On va passer à la quatrième question. Comme je vous ai dit, ces questions ont été présentées ou introduites en anglais et j'essaie par tous les moyens directement de les traduire. Which brand or pharmaceutical company's vaccine is more effective? Je vais traduire. Quelle marque précisément ou quel nom de vaccin venant de ces compagnies pharmaceutiques, lequel de ces noms et lequel de ces vaccins est plus efficace? C'est un peu ça la question en français et je ne sais pas qui va donc répondre à cette question. Oui, je peux commencer et puis les autres peuvent intervenir aussi. Donc, aux États-Unis, pour le moment, il n'y a que 2 vaccins qui sont autorisés. Il y a un 3e qui est en cours d'autorisation, mais pour le moment, il y a Pfizer et Moderna. Et selon les recherches, il y a eu des essais ou des tests très rigoureux avant que ça puisse même être autorisé. On a vu que l'efficacité du vaccin était à 95%. Ce qui veut dire que ça offre une protection de 95% contre le COVID-19. Donc, on a regardé aussi, comparé les deux, et on a vu que la protection est comparable. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, le vaccin est efficace et peut protéger, mais encore, j'exige qu'il faut la 2e dose pour avoir une protection efficace. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit par Madame Sandrine Ebama? Bon, juste un petit élément que je peux ajouter, ce n'est pas relié à l'efficacité comme telle, mais le 3e vaccin qui est en cours, ils sont en train de chercher une autorisation, est Johnson & Johnson. Ça sera juste une dose. Par rapport aux 2 autres vaccins-là, il faut avoir 2 doses. Je crois avec Pfizer, il faut avoir la première dose et la deuxième après 21 jours. Ouais. Et Moderna, c'est après 4 semaines, je crois. Exactement. Mais avec Johnson & Johnson, ça sera une seule dose de vaccin. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas des experts ici en vaccin, mais en fait, on encourage seulement les gens qui veulent prendre les vaccins à le faire. Mais c'est vrai c'est un processus qui est encore en cours. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent être étudiées et on vient de commencer la vaccination. C'était un peu trop tôt par rapport aux vaccins qui ont été faits antérieurement. Alors, on a donné l'efficacité par rapport aux études qui ont été faites dans les trials. Mais je suis sûre qu'il y a encore d'autres études qui sont encore en cours. Absolument. Et alors, parlons des vaccins. J'ai aussi, ça c'est moi, je ne sais pas si je peux appeler ça un commentaire. Par rapport aux nouvelles qui passent, il y aurait un outre en Angleterre qui, au départ, a été déjà utilisé, mais il y a eu des cas, des effets secondaires. Et par rapport à ça, ce vaccin a été retiré du marché. Et récemment, on vient d'apprendre qu'on l'a encore remis, on peut l'utiliser. Et je pense que l'Angleterre et peut-être certains pays de l'Europe ont commencé déjà à l'exploiter. Est-ce que ce vaccin est aussi utilisé aux États-Unis, à part Pfizer et Moderna et Johnson & Johnson
bientôt pourrait être, je ne sais pas si on l'a déjà autorisé, pourrait être, est-ce que le vaccin qui se trouve maintenant sur le marché en Angleterre est utilisé aux États-Unis? Non, je ne crois pas. Tu sais qu'ici, nous sommes protégés par FDA, qui est l'Agence de l'administration alimentaire et de médicaments. Et cette agence a pour le moment approuvé les deux qu'on vient de citer. Et pour ceux-là qui nous suivent de loin, Pfizer Et Moderna. Pfizer et Moderna, ce Bien. sont les deux utilisés aux États-Unis. Et j'insiste sur Pfizer parce que la façon dont on a épelé Pfizer, ce n'est pas comme vous l'entendez prononcer, n'est-ce pas? Oui. Je pense que c'est C'est la PF lettre P et puis F. la F. lettre F qui commence, et puis I I et Z, et Z, E E et R. et R. Oui. Donc Pfizer. Donc c'est comme si vous devez dire Pfizer. Pfizer. C'est un peu comme ça qu'on appelle. Mais dans l'entretemps, avant qu'on ne passe à une autre question, j'ai encore un autre petit commentaire, surtout sur le vaccin, parce que je pense que c'est là qu'on va vers la solution. Si réellement ces vaccins sont efficaces, et je crois qu'ils le sont, où se trouve l'Afrique alors? Parce que ici, évidemment, cette émission, nous voulons non seulement nous focaliser sur la COVID-19, les remèdes, les vaccins, ainsi de suite. Où se trouve l'Afrique, le Congo particulièrement, dans toute cette affaire de vaccins? Est-ce que ces gens ont de l'espoir? Qu'est-ce que vous pensez? Ces gens devaient avoir de l'espoir. Est-ce que vous pensez, quand est-ce que réellement l'Afrique aura la chance, comme nous autres ici? J'estime que j'aurai mon vaccin bientôt. Est-ce que vous pensez que l'Afrique aura la chance? Et si l'Afrique aura ce vaccin, c'est quand et comment on le fera? Qui pense que... Je peux commencer. Absolument. Comme je travaille aussi dans le Global Health. Oui. Donc, en ce qui concerne l'Afrique, les pays dans l'Afrique, ou les pays d'économie moins forte, comme on le dit, Oui. il y a un mécanisme de l'OMS qui s'appelle COVAX. Okay. Et donc, dans ce mécanisme, ça a fait qu'ils ont pu avoir des donations ou des offres de vaccins de tous les fabricants. Et donc, le COVAX pourra maintenant, si les pays ont posé une lettre de demande, le COVAX maintenant pourra offrir à ces pays assez de vaccins pour couvrir 20% de leur population. En plus de ça, ils auront aussi un prix réduit pour acheter des vaccins supplémentaires. Donc, il y a déjà des pays en Afrique. Je ne sais pas où se trouve Congo, là où ils sont par rapport au calendrier. Mais il y a déjà des pays en Afrique qui vont commencer à recevoir leurs vaccins à partir de la fin de ce mois, fin février. Donc, il y a de l'espoir. Donc, maintenant, il s'agit aussi de la volonté du ministère de Santé, de pouvoir aussi investir de vaccins pour avoir assez pour couvrir aussi la population. Parce que 20% aussi, ce n'est pas assez pour donner une protection totale. Absolument. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rajouter un petit commentaire par rapport à ce souci, par rapport à l'Afrique, par rapport au Congo? Est-ce que y a-t-il quelqu'un d'autre? Bon, ce que je peux ajouter, c'est ce que Mme Sandrine a dit. Le ministère de la Santé doit avoir la volonté d'acheter les vaccins, mais la population aussi doit avoir la volonté d'accepter les vaccins, parce que si on achète les vaccins et puis personne n'en veut, ça ne va servir absolument à rien. Mais le COVID-19, c'est une pandémie. C'est à travers le monde. On ne peut pas résoudre ce problème d'un côté du globe et puis de l'autre côté, ça continue, ça va revenir encore, le cycle va encore recommencer. Donc, je crois qu'un jour, tout le monde sera sur la même page. J'espère bien.
Absolument. Pour ceux-là qui sont en train d'intervenir pendant cette émission, n'hésitez pas de vous connecter sur la page Facebook Congo Uni, et aussi vous pouvez nous joindre directement ici au studio ATL ou studio ATL, comme vous voyez sur ma gauche derrière moi. Vous pouvez nous texter directement au 470 825 66 28. Alors, comme on était encore sur le sujet vaccin, l'Afrique, est-ce que l'Afrique peut avoir l'espoir? Oui, mais il y a un souci. L'Afrique est baignée dans des croyances, dans des informations des fois dont on ne connaît pas les sources. Je donne un exemple. La Tanzanie, le gouvernement même, le président, veut rejeter certains vaccins. Mais dans l'entretemps, les vaccins viennent seulement d'être approuvés. Alors que on avait déjà lancé, avant qu'on arrive à approuver ces vaccins, il y a seulement quelques mois, on avait déjà lancé des propagandes contre la vaccination. Donc quelque part, on va toucher ce sujet sans pour autant tarder. Je vais passer à une autre question et on va évoluer. Alors, je vais lire en anglais d'abord. Là, c'est un peu plus facile pour moi. Can the vaccine prevent a person from catching any of the new strains of COVID-19? If so, how? Alors, j'essaie de traduire la question. Est-ce que le vaccin est en mesure de protéger quelqu'un par rapport aux nouvelles formes, si je peux utiliser cette expression, de virus de la COVID? Il y a de nouvelles formes qui viennent, des mutations, je pense. Comme on dit. Il y a de nouvelles mutations du vaccin qui commencent à surgir. J'ai entendu parler de la mutation qu'on trouve en Afrique du Sud, ou qui vient de l'Afrique du Sud, la mutation de l'Angleterre, et que sais-je encore. C'est un peu ça, c'est ce sujet-là que nous sommes en train de toucher maintenant. Et qui peut, sur le plateau, répondre à cette question? Question de mutation. Je vais répondre. Les variants du... les variants de COVID elles sont là, mais elles sont aussi rares. Donc, le vaccin était concentré sur seulement la première forme du COVID. Donc, parce que la première forme du COVID est si vaste et si prévenant, la concentration est là. Mais ça ne veut pas dire que si tu es exposé aux variants, que tu vas tomber malade parce que le vaccin ne marche pas. C'est toujours important, comme on a parlé de la précaution, c'est toujours important de ne pas seulement prendre le vaccin, mais de se concentrer sur les précautions qu'on a parlé. Maman Julienne aussi avait dit c'est important de bien manger. Même pour ma spécialité, je vois beaucoup de gens qui sont tombés malades avec des nouvelles formes de diabète, parce qu'ils disent « Oh, le diabète, c'est dans ma famille, c'est pas en moi. » Ils mangent comme ils veulent, ils prennent des sodas, ils tombent malades. Mais quand il y a le diabète qui n'est pas contrôlé, c'est difficile à combattre même le virus, même les pneumonies, même les choses normales. Donc, c'est très important de concentrer aussi, pas seulement sur le vaccin, mais aussi pour les autres précautions. Merci. Alors, cette question avait comme une sous-question qui disait « If so, how ?» Donc, comment? Par rapport à la première question. Qui d'autre veut rajouter un mot ou deux sur ce que vient de nous donner Madame Ebama Huguette? Alors, on va passer. OK? Alors, on passe à une autre question. La question dit ceci. How
how can people get more information about where they can get the vaccine or what is needed to be eligible for current distributions? Je vais essayer de la traduire. La question 6, comment la population en général peut s'informer sur la COVID-19 et they can get the vaccine or what is needed. Comment la population peut trouver ce vaccin et qu'est-ce qu'il faut pour être accepté de manière à recevoir ce vaccin. Qui va répondre à cette question? Je l'ai posée difficilement, mais on essaie de traduire, on essaie de manipuler deux langues. Des fois, c'est compliqué, c'est comme un bon match de basket. Ouais. Yeah. On doit gagner. Je peux commencer. Les informations à propos du vaccin pour avoir... D'abord, je crois que pour le moment, on est en train de vacciner les personnels de santé, les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Donc vous? Yeah, oui, Non, non. ouais. On est jaloux. Et aussi, on est en train de vacciner les personnes âgées, ceux qui ont plus de 65 ans. Je crois que ce sont les priorités qui sont là pour le moment. Je sais que les enseignants sont en train de se battre pour être sur la liste aussi. Mais jusque-là, c'est juste les personnels de santé et les personnes de plus de 65 ans. Et les informations sur les endroits où on peut être vacciné, on peut trouver ça sur le site de Georgia Department of Health. Je crois qu'il y a une page là-bas. Quand on clique sur vaccine COVID, ça donne toute une liste selon les counties, selon les cités, et là où on peut trouver les vaccins. Super. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rajouter un mot ou deux sur ce que vient de nous dire Madame Kabanga Florence? Je peux peut-être ajouter, Oui. bon, ce que Maman Florence au fait a dit est très parfait. Mais je pense que comme on est live, peut-être il sera nécessaire d'envoyer un peu plus de ressources, soit Papa Dédé, qui peut le publier maintenant dans toute la communauté. Exactement. Comme ça, tout le monde pourra accéder au site et puis taper leur zip code pour savoir maintenant les endroits où ils peuvent recevoir le vaccin dès qu'ils seront éligibles. Exactement. Exactement. Donc nous allons continuer. Nous allons prendre la question numéro 7. Et je vais la lire encore en anglais. Et tout doucement, on va essayer de traduire. OK? Are the vaccine being distributed through the efforts of local, country, state, federal governments, or private physicians? Est-ce que la distribution de ces vaccins est en effet maintenue par les entités locales, les pays ou les communes, l'État ou les gouvernements fédéraux ou par des médecins dans des cliniques privées? J'ai essayé encore une fois d'accoucher cette question, difficilement, mais on y arrive. Qui va prendre cette question? Je peux commencer peut-être? Ouais. Absolument. Donc, je dirais c'est tout le monde. Donc, le gouvernement fédéral obtient le vaccin chez les fabricants et maintenant le dispatch fait le dispatch au fait à tous les États. Puis maintenant, au niveau de l'État, comme Georgia Department of Public Health, maintenant c'est l'État là qui a un plan de déploiement. Et par rapport au plan de déploiement, il déploie maintenant les vaccins dans les districts de santé. Donc ça va dans les pratiqueurs ou les comment on dit, private practice, ainsi qu'aussi public practice, les cliniques privées ainsi que publiques aussi. Oui, absolument.
Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un ou deux mots à rajouter par rapport à ce que vient de nous dire Madame Ebama? C'est une bonne information. Merci beaucoup, Maman Sandrine. Une très bonne information. Pour nous qui sont dans les soins de santé, il y a les gens qui viennent de CVS ou Walgreens et ce sont eux qui viennent nous donner les vaccins. Et je n'ai jamais demandé comment ils ont eu ça, alors j'ai bien appris. Et apparemment, juste pour, parce qu'on parle de la distribution maintenant, on est en train de déployer en somme les vaccins des usines pharmaceutiques et sur la population en général. Alors c'est un peu ça plus ou moins, pour ne pas vraiment compliquer la réponse ou la question, c'est la distribution, les déploiements. Et donc avec le gouvernement en cours, autrement dit le gouvernement de Biden, on voit beaucoup d'efforts apparemment, donc il doit y avoir de l'espoir qui va nous amener vite à déployer ce vaccin de manière que toutes les couches de la population attendant ce vaccin soient en mesure d'en avoir accès. Et comme toujours, on ne va pas être égoïste. Espérons que dans ce système et le modèle qu'on est en train d'appliquer, l'Afrique va copier et va déployer le vaccin de la même façon, à la même vitesse. Mais il reste une chose importante dont a parlé Madame Kabanga, c'est que nos frères, sœurs, nos enfants et tout le monde en Afrique doit devoir, quelque part, accepter le vaccin. Donc, au niveau de l'Afrique, le vaccin ne va seulement pas s'arrêter au fait qu'on refuse les vaccins, ça commence à être aussi un autre problème mental. Exactement. Ça ne s'arrête pas seulement au fait que, bon, voilà, le vaccin sera injecté sur son bras ou je ne sais où. Il y a un problème mental. Donc, quelque part, nous devons de temps en temps entretenir des conversations par rapport à amener l'Africain en général, donc que je suis d'ailleurs, dont je suis fier, je dois le dire, frères et sœurs, nos amis, les gens que nous aimons tous nos frères et tous nos sœurs africains, comme nous aimons tout le monde, nous devons quelque part nous entretenir de temps en temps pour partager un sens d'accepter son vaccin, d'accepter. Et pour ne pas tarder, il y a aussi d'autres participants qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas sur le plateau. Donc de temps en temps, nous allons passer à une sorte d'échange pour des raisons de distanciation sociale. On ne pouvait que vous avoir, vous quatre. Et comme moi, je ne peux pas sortir, de temps en temps, on va faire signe à quelqu'un d'entre nous pour essayer d'alterner de manière que tout le monde participe. Pendant qu'on est en train de toucher ce sujet, laissez-moi encore une fois demander aux téléspectateurs qui veulent intervenir sur la page Facebook Congo Uni et aussi pour ceux-là qui veulent directement joindre le studio ETL, nous avons un numéro de téléphone, c'est le 470 825 66 28. Et je vais passer à la question numéro 8. Je vais la lire en anglais, évidemment, et je vais me battre pour la traduire en français. How does strengthening your immune system reduce your chances of contracting COVID-19? Comment donc on peut renforcer sa défense, l'immunité, donc sa défense, comment on peut renforcer et diminuer, n'est-ce pas, les chances d'attraper la COVID-19? Je peux commencer. Le terme immune system, c'est pas direct parce qu'il y a beaucoup de raisons que quelqu'un peut avoir la santé, dépression dans la santé. Si tu es diabète, je reviens toujours au diabète parce que ça c'est numéro 1 qui amène les gens à l'hôpital, qui amène les gens vastement malades. Si tu es diabète, contrôler le diabète. Si tu as le problème des poumons, si tu fumes, tu as le COPD, tu as l'asthme, tu veux faire tout pour contrôler ces choses.
c'est pas tout le problème d'avoir le COVID, le problème c'est si tu peux devenir malade avec le COVID. Donc c'est important pour augmenter ton système de reconnaître d'abord si tu as un problème médical, que tu contrôles ça de ta manière avec ton docteur. Maintenant, il y a les gens aussi qui prennent des supplémentaires et ils disent « Oh, je dois prendre ça pour améliorer mon système. » Ce qui n'est pas mal, si ça marche pour toi. Et j'encourage toujours les gens de toujours parler au docteur, de les informer que « Oh, je prends ça. » Parce que ce que j'ai remarqué dans ma pratique, c'est même les gens jeunes qui prennent quelques médicaments, s'ils ajoutent le Miltiso, ça et ça et ça leur rend aussi dans des problèmes ou des reins ou de la foie. Mais ils ne savaient pas. Ils viennent seulement, ils disent « Oh, je ne me sens pas bien. » J'ai dit « Ok, qu'est-ce que tu as ajouté? Qu'est-ce que tu as changé? » Et tu vois que ça dérange les choses. Donc, c'est toujours bien, si tu vas prendre quelque chose pour augmenter ton système, il y a beaucoup de produits, je ne vais pas les en parler, de parler avec ton docteur ou avec ton nurse practitioner, physician assistant, comme ça, on peut toujours contrôler ces choses. Mais le terme immune system, ça dépend de l'individuel. Et aussi, j'ajoute aussi, si tu as le problème de dépression, c'est le même problème si tu as le diabète. La dépression, c'est important d'attaquer ça de la même façon. Si tu as besoin de thérapie, de médicaments, de journal, c'est très important de contrôler parce que le problème de dépression aussi, ça peut amener aux problèmes physiques. Et là, je m'arrête. Oui. Je peux enchaîner? Il y a un ou deux mots. Oui, je peux enchaîner l'importance de ce que maman vient de dire, maman Huguette, l'importance de l'immune système. La communauté doit savoir que pour le moment, on n'a pas vraiment le médicament pour la COVID. Il y a un seul médicament qu'on a autorisé là qui est Remdesivir et ça se donne seulement à l'hôpital et sous certaines circonstances, puisque quelqu'un doit être peut-être dans l'oxygène, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse lui donner le médicament. Mais nous autres qui travaillons dans les centres de santé, on ne peut pas prescrire ces médicaments. Therefore, nous devons vraiment encourager la communauté de bien manger, de bien se protéger pour que leur immune système soit fort. Puisque quand tu es attaqué de la COVID et tu viens me voir en tant que nurse practitioner, moi je soigne les symptômes. Je ne soigne pas la COVID. Quand tu viens, je dis que j'ai la toux, je te donne le médicament de la toux. J'ai la diarrhée, je te donne le médicament de la diarrhée. J'ai la fièvre, je te donne le Tylenol, Advil ou ibuprofène. On traite les symptômes. Mais comment tu peux... Je voulais dire, pour lutter contre la COVID, il faut que ton immune système soit fort. Puisque c'est toi-même qui vas lutter contre la COVID, puisqu'il n'y a pas de médicament de la COVID. Absolument. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rajouter? Parce que ce sujet, pour moi, il reste capital. Ce dont nous sommes en train de parler, particulièrement par rapport à la question sur la défense, qu'on appelle en anglais aussi immune system, son immunité, je pense. J'espère que l'expression reste vraie par rapport au français. J'essaie de mon mieux. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'essaie un peu de résumer aussi de ma façon, de manière que tout le monde se retrouve plus ou moins sur la même page. Alors, ce que nous disent les experts tout à l'heure, c'est que la prédisposition d'une personne reste très importante. Autrement dit, si au préalable, avant que vous ne soyez contaminé, vous aviez des problèmes de santé, ça c'est une expression générale et ordinaire, un problème de santé, autrement dit, on a parlé de problèmes au niveau des poumons par la cigarette ou carrément par un défaut natal, on est avec un défaut.
par rapport à ceux-là qui consomment l'alcool à l'excès, toutes ces choses qui sont extrêmement nocives à la santé, réduisent votre défense. Il y a une expression latine que j'ai apprise dans ma jeunesse, si je ne suis pas trop vieux maintenant, qui dit bellum intestinum. Autrement dit, quand une guerre est interne, quand le corps est au départ, à l'intérieur de soi-même, et en défaut, et en mauvais fonctionnement, l'ennemi de l'extérieur gagne sa force. Et ici, l'ennemi, on doit l'identifier, c'est le virus de la COVID-19. Donc, quelque part, ce que vous êtes en train de nous dire, si vous êtes diabétique, problème peut-être d'hypertension, exactement, oui, l'hypertension. Le sel, tout cela qui provoque tous ces problèmes dès le départ, l'obésité même. Donc, toutes ces choses-là fait que la régulation normale de votre corps, il n'est pas en équilibre. Alors, ce manque d'équilibre donne plus de force à l'ennemi invisible, donc le virus de la COVID. Et par rapport à ça, il nous appartient donc, dès le départ, de se connaître, de maintenir une discipline. Et cette discipline ne doit pas seulement s'arrêter au fait qu'on y pense. On doit pratiquer sa nourriture, abandonner la cigarette, abandonner peut-être cet excès des alcools très forts quotidiennement et peut-être aller au-delà des exercices physiques. Exactement. Soit à la maison, parce qu'il y a des gens qui se disent oui, je veux, mais j'ai pas, je dois aller me faire abonner, ça coûte cher, vous pouvez faire vos exercices à la maison. Donc c'est plus ou moins ça mon commentaire. Et j'insiste encore une fois que nous avons d'autres membres qui vont devoir entrer sur le plateau et nous allons légèrement donc échanger avec une des participantes pour faire ce qu'on appelle un swap. Comme ça, le prochain participant aura aussi la chance de nous rejoindre. Alors, pour ceux-là qui nous suivent de loin, vous pouvez nous texter directement au 470 825 66 28 ou vous allez carrément faire un message sur Congo Uni, sur la page Congo Uni de Facebook. Donc nous sommes en live, nous vous encourageons de franchement participer de manière qu'on puisse maintenir un sens un peu plus personnalisé à notre avis, où on peut, dans nos langues, dans une langue qui vous est facile à comprendre, qu'on soit en mesure, n'est-ce pas, comment je peux dire, d'intégrer la formation sur la COVID. Réellement, la COVID-19 existe. C'est une réalité et la réalité, elle est mondiale, elle est néfaste et c'est une réalité qui non seulement, quand c'est trop tard, quels que soient les soins qu'on va devoir appliquer sur vous, vos chances commencent à être réduites. Tout à l'heure, Madame Mouteba Julienne a fait allusion à une chose importante. Elle a dit ceci. Il y a des hôpitaux et il y a des cliniques. Quand vous vous présentez dans une clinique et que vous dites que vous avez des maux de tête, vous dites que vous avez un malaise quelconque en termes de santé, la cause première pourrait être réellement le virus, c'est déjà là. Mais cette clinique ne peut pas soigner la COVID-19. Cette clinique va soigner vos maux de tête, vos douleurs, vos ainsi de suite, parce que la clinique ne soigne que les symptômes. En réalité, donc, quand vous arrivez au point où vous avez déjà commencé à développer des symptômes qui sont au-delà, il serait mieux maintenant à l'hôpital. Et là, il y a certains médicaments qu'on ne trouve pas dans les cliniques qui vont devoir vous aider à soigner. Sans pour autant tarder,
je vais présenter un nouveau participant sur le plateau. Il s'agit de Dr Zhao Jimmy. Bienvenue sur le plateau Studio ETL. Nous sommes certains que vous nous aviez amené de bonnes informations par rapport au sujet en cours. Nous sommes en train de traiter le sujet sur la COVID, et ce sujet, nous l'avions intitulé COVID-19 Action rapide. Docteur Zhao Jimmy, je vais donner son titre en anglais, malheureusement, comme il est pour ceux-là qui ne sont pas francophones. Et nous sommes, excusez-moi, pour ceux-là qui ne sont pas anglophones, nous sommes dans une zone anglophone. Il est Global Medical Director Pathfinder. Global Medical Director Pathfinder. Il y a plusieurs fonctions que je ne connaissais pas en avance, par exemple la vôtre. Sans pour autant tarder, dites-nous un peu ce que c'est. Global Medical Director Pathfinder. Merci d'abord, c'est un plaisir d'être là à ce studio à Atlanta, mais aussi un plaisir d'être là avec mes sœurs qui ont brillamment décrit et répondu à toutes les questions. En fait, sans faire la publicité de mon organisation, pour laquelle je n'ai pas été mandaté, mais Pathfinder, c'est une ONG internationale qui existe depuis à peu près 60 ans et qui a principalement une présence de programmes dans 17 pays, dont une dizaine en Afrique, particulièrement le Burkina Faso, le Niger, la République démocratique du Congo, Kenya, Nigeria, Burundi, Éthiopie. Et la particularité de cette organisation, c'est vraiment une concentration sur toutes les questions de santé sexuelle et reproductive et des droits. Tout ce qui parle vraiment de ce qu'on appelle le continuum du cycle de vie, c'est-à-dire avant la grossesse, pendant la grossesse, l'accouchement, la personne née, vous commencez à l'âge de 5 ans, jusqu'à ce que, bon, la seule chose qu'on ne touche pas, c'est peut-être la partie gériatrique, qui est la partie qui s'intéresse aux vieux. Donc, depuis un certain moment, au-delà des questions programmatiques, on a eu besoin de créer un poste de quelqu'un qui s'occuperait vraiment des aspects cliniques, de la qualité des services cliniques dans ces pays-là. C'est comme cela que moi qui, pendant longtemps, avait savouré le plaisir de travailler avec l'ONG internationale CARE, qui est ici basée à Atlanta. Donc j'ai dû shifter depuis presque 10 mois maintenant auprès de Pathfinder, où je m'occupe vraiment de travailler avec les équipes de bureau pays sur les aspects cliniques et dans le Covid. Donc je me rappelle que malheureusement, les premiers jours que j'ai rejoint Pathfinder, le premier dossier qu'on m'a attendu, c'est qu'on a des programmes dans 17 pays. Nos staffs sont exposés jour après jour. Comment nous allons continuer à fournir les services de santé aux communautés en collaboration avec le gouvernement et les partenaires locaux pendant cette période de Covid. Donc, il a fallu travailler sur des guides techniques pour que comment on continue de mener des activités communautaires, comment on continue d'offrir les services de planification familiale, la maternité à moindre risque malgré le Covid. Donc voilà un peu le travail que j'ai fait tous les jours, non pas seul, mais en collaboration avec des équipes qui travaillent avec moi, dont certains sont basés ici, d'autres en Inde, d'autres en Afrique. Franchement, un domaine très intéressant. Donc, ce que je peux retenir, parce que c'était vraiment extensif et j'apprécie, je m'informe moi-même, c'est que vous êtes franchement dans le domaine de surveillance, de protection du cycle de la vie dans l'espèce humaine. Oui, en tant qu'ONG, oui. Plus ou moins, je sens que c'est là que vous avez touché. Ouais. Quelque chose d'important. Je ne savais pas que le cycle de la vie était si bien surveillé. Ouais. Donc ça me donne encore de l'espoir. On doit tenir. Sans vie, on ne vaut rien, n'est-ce pas? Tout à fait. OK.
Alors, nous allons continuer. La question qui va suivre après celle-ci, c'est la question qui dit ceci. Je vais la lire en anglais, évidemment, et puis j'essaie de la traduire. How important and effective is it to notify people that they have been in contact with, it? You suspect you have COVID-19 even prior to receiving your test results. Alors, la question dit, j'essaie de la traduire. Comment, j'espère que j'ai bien lu, c'est écrit à la main, vous voyez, je pensais plus ou moins ça. La question dit ceci, quelle est l'efficacité ou l'importance de faire savoir à une personne qu'elle a été exposée à la COVID-19 avant même de passer par le test de COVID. Quelle est l'importance et l'efficacité? Qui va répondre à cette question? Je peux dire un mot? Certainement. Oh, ok. En tant que family nurse practitioner, travaillant dans le centre et puis à la clinique, j'ai aussi mon business qui est Gwinnett Care at Home. J'ai fait les house calls. Et avec mon agence, nous allons à Atlanta chaque mercredi, des fois le jeudi, pour aller tester, pour faire le testing de COVID aux gens qui sont dans les assisted living et les gens qui sont dans les group home. Alors, je pars avec une medical technician, on fait le testing. Mon rôle, c'est, comme on dit, assess les gens avant et après. Et quand quelqu'un se présente, la personne te dit que, puisque je pose toujours les questions, comment ça va? Est-ce que tu te sens mieux? Tu te sens bien? La personne te dit, oh, ça ne va pas. C'est comme si mes yeux coulent, mon nez coule, je tousse. Là, tu te dis, il y a quelque chose. Ce qu'on fait, on enlève la personne du building, on la met dehors. Vous l'isolez. On l'isole et on part dehors la tester. Même si la personne est négative, on lui dit déjà qu'il faut prendre tes distances. Et quand tu pars à la maison, notifie les gens avec lesquels tu vis. Et quand on fait le testing, on fait le mercredi, jeudi, la nuit ou vendredi, le laboratoire m'appelle. Julienne, il y a A ou B, C qui sont positifs. Là maintenant, j'appelle, puisque je ne peux plus me rendre à la place. J'appelle, je dis à la personne, are you alone? La personne dit, êtes-vous seul? La personne dit, je suis seule. On peut parler? Je peux parler, ok? Votre test est positif. Est-ce que vous avez des symptômes? Beaucoup de gens, mes frères et sœurs, c'est pourquoi dans la communauté, on doit vraiment se protéger. Beaucoup de gens n'ont pas de symptômes, mais ils sont positifs. On doit vraiment se protéger dans la communauté. Le port de masque, social distancing, dans notre communauté, on doit vraiment le respecter. Puisque beaucoup de mes malades sont positifs, mais ils n'ont pas de symptômes. Là, je lui dis, ok, tu es positif, reste à la maison, je lui donne des conseils, mange bien, dors bien, prends les vitamines C, si tu peux prendre les zinc, tu prends. Et si tu as les problèmes respiratoires, si tu n'arrives plus à respirer et tu regardes tes ongles et ta bouche devient bleue, là tu appelles 911 à l'immédiat, puisque maintenant ça devient une émergence. Mais quand tu n'as pas ces symptômes, tu restes à la maison. Même quand bien même tu te présentes à l'hôpital, tu dis que, oh, on m'a testé positif hier, tu n'as pas de symptômes, on te dit de rentrer à la maison.
Absolument. Merci encore une fois. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rajouter sur la question en cours? Bon, je peux ajouter quelque chose à ce que Mme Julienne a dit. Le but d'informer quelqu'un qu'il a été en contact avec une personne qui a le virus de COVID, c'est couper la transmission. Donc, c'est tout ce qu'on fait là, laver les mains, social distancing, le but que nous avons, c'est couper la transmission du virus qui se fait par les gouttelettes de salive. Donc, si quelqu'un a le virus et il a été en contact avec d'autres personnes, c'est bien d'informer ces personnes-là. Comme Maman Julienne a dit, elles peuvent être asymptomatiques et transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Alors moi, l'exemple que je me donne généralement, c'est qu'avec le virus de Covid, tu peux tuer quelqu'un derrière son dos sans le savoir. Même à l'église, on va à l'église, on se salue, on s'embrasse, tout ça, mais quelqu'un va mourir à cause de toi sans que tu le saches. Tout simplement parce que tu as été en contact avec quelqu'un qui a le virus, et puis tu es parti à l'église, vous vous êtes salué, tu ne savais pas, on ne portait pas les masques, tout ça. Et puis une troisième personne se retrouve malade à l'hôpital, soins intensifs, tout ça, on apprend non, elle est mort. Et tu n'auras pas cette chance-là de savoir que tu as participé à la chaîne qui a conduit cette personne-là à la tombe. C'est pourquoi nous devons nous informer les uns les autres. Si quelqu'un a le virus, qu'il informe une autre personne. Personnellement, je connais une famille qui est partie renouveler l'assurance médicale pour la grand-mère. Alors, à l'agence où ils sont partis, ils ont rencontré une dame qu'ils connaissaient, une amie de la famille qui travaillait là-bas et qui les a aidés. Et 2 jours après, la dame de l'agence les a appelés pour leur dire qu'elle était malade, elle avait le Covid. Et 1 semaine après, toute la maison est tombée malade. Toute la famille, la grand-mère, la femme, le mari, il n'y avait que leur petite fille qui n'est pas tombée malade. Alors, heureusement que la dame là les a quand même appelés pour leur dire qu'elle avait le virus. Mais combien de gens est-ce que cette famille a été en contact avec avant de recevoir l'appel de la dame là? Bon, au moins, il faut appeler et informer la personne. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Comme ça, on passe à une autre. Oui, j'aimerais juste ajouter que depuis, quand vous prenez le Covid, vous comparez, bon, la plupart d'entre nous, on était jeunes, enfants. Vous comparez au premier moment du VIH-Sida. Il y a beaucoup de similitudes en termes de ce qu'on appelle la stigmatisation. Je peux encore comprendre dans le cas du VIH-Sida que la plupart des cas, à l'époque, quand ça commençait, ceux qui attrapaient ça, c'était dans les groupes des homosexuels. Il fallait un rapport sexuel. Même aujourd'hui, il faut un rapport sexuel ou le sang ou la transmission mère et enfant. Mais dans le monde des intervenants, nous qui sommes ici, nous ne comprenons pas la stigmatisation qu'il y a derrière le Covid. C'est comme si pour attraper le Covid, je suis allé faire un rapport sexuel. Conséquence, les gens attrapent le Covid, ils cachent ça tellement qu'ils sont même prêts à contaminer les autres pour que les autres ne sachent pas qu'ils ont la maladie. Le problème, c'est que vous allez contaminer des gens ou vous allez manquer de recevoir l'assistance des autres, même un soutien émotionnel, parce que vous cachez la maladie. Et cette stigmatisation, elle est un peu naturelle dans nos sociétés de tradition orale, parce que malgré les iPhones en Afrique, même ici, nous avons un peu cette notion de tradition orale, tout est secret. L'un des exemples très clairs, moi j'étais toujours étonné, je suis désolé aux anciens amis de Caire avec qui j'ai travaillé. À Caire, mes collègues femmes pouvaient m'arrêter comme ça dans le couloir, me dire, Jimmy, est-ce que tu sais que je suis enceinte de moi? Au début, moi ça m'étonnait. Pourquoi? Alors que nous, la grossesse, les mamans quand ils tombent enceintes, on cache. Parce que les démons risquent de venir arracher tout ça. Donc, ça a une influence. Et vraiment, j'insiste sur ce que les mamans ont dit. Il ne faut pas cacher. Ce n'est pas une maladie que vous avez contractée par des rapports sexuels, par votre faute. Vraiment, il faut dire, pour qu'on protège les autres,
mais aussi vous continuez à recevoir le soutien moral nécessaire. Il y a des gens qui sont morts du Covid parce qu'ils ont caché, ici et en Afrique. Partout, pratiquement dans le monde. Pour des raisons quelconques. Là, vous avez fait allusion un peu à l'Afrique par rapport au tabou. Donc, vous touchez les tabous. Cela affecte le fait que, bon, le sens de responsabilité, franchement, est un peu, pour dire, réduit. On devient en somme même pratiquement un vaisseau qui transmettrait facilement le virus aux autres parce que les tabous. Donc, si je retiens quelque chose dans tout ce que vous dites sur nos tabous, notre façon de prendre les choses en main, de nous prendre nous-mêmes en charge, vous nous renvoyez au sens de responsabilité. Donc, les individus en général, dans leur vie, devraient comprendre, quelle que soit la maladie. Vous avez fait allusion au HIV, mais ici, d'une manière générale, quelle que soit la maladie, allez et mettez, en fait, allez voir les connaisseurs, les scientifiques, et ainsi de suite, pour essayer de combattre la maladie ensemble. Donc, on ne peut pas se soigner enfermé dans sa tête, enfermé dans sa maison, enfermé dans les tabous. Et l'essence de responsabilité va s'appliquer sur d'autres domaines en lien avec le Covid. C'est que l'essence de responsabilité veut aussi que vous puissiez, vous avez dit quelque chose, allez consulter les experts. L'une des plus grands dégâts de l'administration qui vient de partir là, Donald Trump, c'est d'avoir nié les évidences. Vous voyez, et ça va avoir un impact sur le long terme, sur le Covid et même sur les résultats des élections. Mais revenons au Covid. C'est que pour une fois, peut-être qu'il y a eu d'autres fois, c'est que tout le monde devient expert en Covid. C'est ça qui va donner les rumeurs, les misconceptions. Donc, j'appelle aussi à la responsabilité pour dire que vous n'êtes pas médecin. Consultez le médecin. Vous n'êtes pas épidémiologiste. Consultez les épidémiologistes. Vous n'êtes pas infirmière. Les infirmières, vous les connaissez. Contactez-les pour qu'ils vous donnent l'information. Donc, l'essence de responsabilité dont j'appelle ici, c'est même dans les médias sociaux. J'ai des amis médecins qui reçoivent une vidéo complotiste et il forward. Et parfois j'appelle, je dis, mon cher, tu es médecin. Quand tu lis ou tu vois cette vidéo-là, est-ce que en tant que médecin ou en tant qu'infirmière, tu penses que cette vidéo que tu as partagée, tu l'as même examinée? Parce que si déjà nous qui sommes allés sur les bancs de l'école de nursing ou de faculté de médecine ou santé publique, nous recevons des vidéos, nous les partageons sans les analyser, nous sommes en train de contribuer à la distribution de ces fausses nouvelles qui vont avoir un impact sur la manière dont nos autres amis qui ne sont pas du domaine réagissent. Donc je pense que si le sens de responsabilité, c'est pense à la vidéo que tu veux distribuer, pense au truc que tu as trouvé sur Instagram ou Facebook avant de le distribuer. Parce que parfois, tu es en train de mettre des pots de bananes sur le travail que nos mamans font à l'hôpital, les Sandrine qu'il faut, là ils travaillent et nous tous. Donc voilà un peu. Merci encore une fois. Je vais vite aussi, je vous remets la parole d'un moment à l'autre par rapport au temps qui nous presse, mais soyez à l'aise, nous allons y arriver. Il y a d'autres questions qui viennent aussi du réseau, de nos réseaux sociaux. On doit franchement leur donner la chance on doit répondre à ces questions. Alors la question que je vais lire ici, c'est une question qui fait allusion aux plantes médicinales, où il s'agit, je pense que il s'agit de, je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça des gris-gris, mais ce qui est des plantes naturelles, ça c'est peut-être, c'est partout dans le monde, hein. On trouve ça aux États-Unis, en Afrique, croyez-moi.
toutes les populations du monde ont tendance aussi à vouloir chercher à se soigner soi-même. Ça existe. Donc on devient son propre médecin ou bien le médecin de la famille alors qu'on n'a pas été formé. Alors là, on dit les plantes médicinales. Comment je peux comprendre ça? Est-ce qu'on peut élaborer sur des plantes médicinales et des pratiques traditionnelles? Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose là-dessus? Vous avez presque touché plus ou moins la réponse à cette question. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rajouter et réagir à cette question? Malheureusement, la question m'a été transmise, mais je n'ai pas le nom de la personne qui a posé la question, sinon j'aurais cité votre nom. Mais si vous reconnaissez la question, c'est donc la vôtre, vous qui aviez posé cette question à travers, je crois, Congo Uni. Bon, je pense qu'il faut dire qu'il y a la médecine moderne, oui, qui vient de la médecine occidentale, il y a la médecine traditionnelle. Dans la médecine moderne, on va à l'école. On sort infirmier, sage-femme, médecin. Dans la médecine traditionnelle, on ne s'improvise pas aussi. On est initié. Le problème, c'est que des gens se réveillent un matin, s'autoproclament connaître un produit qui, si vous le prenez, ça va vous aider. Ce matin, quelqu'un de ma famille m'a appelé, qui vient d'être testé du Covid, ce matin. Et la l'une des choses, il mélange les médicaments et de la médecine traditionnelle et la vapeur là. Bon, la médecine traditionnelle a sa place. C'est une médecine qui est reconnue, qui est régularisée dans tous les pays du monde. Donc vous l'avez dit. Je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est une fois de plus, je pense docteur qui était avant moi ici, la Claire m'a dit, il faut vraiment prendre le temps de parler avec son médecin personnel pour nous qui sommes ici. Prenez le temps de parler avec votre médecin personnel. J'ai entendu des gens parler de l'ail, j'ai entendu des gens parler des eaux de citron, j'ai entendu des gens parler de l'eau du piment. En tout cas, il y a toutes les variantes. Donc, se pose même la question, quel est le médecin traditionnel qui vous a prescrit cela? Donc, je pense que nous avons la grâce que Dieu nous a amenée dans ce pays où la médecine est organisée. Si on a la chance d'avoir une assurance médicale, consultons nos amis de la médecine moderne. S'il y a un médecin traditionnel dans la communauté congolaise, il faut qu'il se manifeste, qu'il vienne voir Studio Atlanta pour qu'on le connaisse, que lui vraiment, c'est le Didier Mampassi d'Atlanta, n'est-ce pas? En ce moment-là, on saura qu'il est là et qu'on peut le consulter. Mais vraiment, les mamans, les papas, évitez le gingembre, évitez les trucs. Si vous prenez cela et qu'apparemment vos symptômes ont disparu, il est probable que vous n'aviez pas le Covid. Parce qu'il y a des gens qui disent, apparemment j'ai des symptômes de Covid. Il ne se fait même pas tester, mais il prend du jus de goyave, il dit, moi ça a terminé. Est-ce que vous étiez même testé avant? Donc voilà un peu ce que je dirais, je laisse aux mamans me compléter. Oui, alors, question de temps, on vient de me basculer d'autres interventions sur nos médias. Voilà, ça c'est un peu long. Je vais essayer de lire parce qu'il me semble que je ne saurais vraiment pas traduire un truc si long. Mais je vais essayer de lire, c'est en français. Alors, que dites-vous de cette information sur Internet? Je pense qu'on dit ça, c'est Kinshasa 0302 2021 santé. La Russie est devenue le premier pays au monde à pratiquer une autopsie post-mortem, donc après la mort, sur un cadavre de Covid-19 et, après une enquête approfondie, a découvert que Covid-19 n'existe pas en tant que virus.
j'essaie de voir, donc la Russie a fait une autopsie post-mortem du patient Covid-19. Une grande révélation s'est produite. Selon un communiqué du ministère russe de la Santé, Moscou a porté pour une autopsie sur un corps atteint du virus corona. C'est une arnaque mondiale, des gens meurent, des rayonnements électromagnétiques 5G amplifiés. Écoutez, si je dois continuer à lire toutes ces informations, je risquerais aussi peut-être par hasard de créer d'autres informations qui ne sont pas vérifiées. Mais sinon, nous respectons et remercions l'effort. J'ai juste lu, on ne va peut-être pas réagir, et nous disons quand même merci pour l'effort de notre téléspectateur. Et non seulement ça, le texte est extrêmement long par rapport au temps qui nous sert. Nous sommes en train de penser que nous allons devoir répéter dans les jours à venir ce genre d'émission de manière à garder tout le monde informé. Et peut-être que nos experts ne sont pas experts dans la Russie, et pour cette raison, nous allons leur épargner le risque d'exposer ou de s'exposer dans un mauvais sens ou dans un sens qui n'est pas du tout correct. Alors, je passe et je continue. Je vais lire une autre question ou un autre souci sur notre réseau. Certains pasteurs n'exigent pas le masque et ne respectent pas la distanciation sociale pendant leur serment. Je ne sais pas si ça c'est une question ou un souci. Certainement que je ne vois pas. Nous avions déjà répondu plus ou moins à ce genre de questions ou soucis. Donc, nous encourageons franchement le port de masque. Nous n'entrons pas en compétition avec le Créateur. Nous pensons que le Créateur nous donne l'intelligence de gérer les problèmes. Et je pense que dans ce sens-là, qu'on soit pasteur ou qu'on ne le soit pas, quand on fait allusion au pasteur, je pense qu'on fait allusion à l'enseignant ou à celui qui gère la parole de Dieu. Nous pensons que Dieu nous a donné à nous tous cette intelligence. Et nous devons donc aussi avoir la sagesse de comprendre la valeur des humains. Un pasteur, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, a besoin des vivants dans son église. Et si vous avez besoin des vivants, donc gardez vos fidèles vivants. Je pense que c'est mon approche. Et on continue. Il y aura plus tard quelqu'un qui demande les langues nationales. Certainement que dans le dernier mot de ce soir, nous allons de cet après-midi, nous allons toucher le sujet sur le dernier mot. Et pour assister, donc vous pouvez directement texter au studio ATL au 470 825 66 28 470-825-6628. We are live, so we're still going. So you can reach us. Just remember, we are in the USA. Nous sommes aux États-Unis, donc n'oubliez pas le préfixe sur votre numéro de téléphone avant de nous joindre sur WhatsApp. Nous passons à d'autres questions. Ok, ça c'est la question qui dit ceci, je vais la lire en anglais. How, non, ça j'ai lu déjà, how important is to notify, donc comment notifier, for the individuals who have had the virus, can they catch the virus again or are they immune? Pour les personnes qui ont déjà été atteintes par le virus de la COVID-19, est-ce que ces mêmes personnes pourraient être atteintes encore une fois? Est-ce que, après avoir été atteint par le virus de la COVID-19, est-ce que sa défense est à mesure de protéger ces individus? Qui peut, dans notre studio, prendre cette question?
je peux commencer et puis peut-être demander aux cliniciens aussi d'interjeter. Donc, vis-à-vis les études qu'on a fait aussi, donc une personne qui est atteinte du virus, bon, en bref, oui, la personne peut être encore infectée, mais il y a au fait une protection qui arrive après l'infection. Donc, il y a des études qui disent entre 3 mois à 5 mois. Donc, ça dépend de l'individu encore, ça dépend de leur niveau de système immunitaire avant même être atteint du COVID. Mais c'est ce que nous connaissons pour le moment. Mais encore, nous sommes en train d'apprendre le COVID de jour en jour. Donc, les informations sont en train de changer aussi quotidiennement. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelques mots, un ou deux, par rapport à... Un petit mot. Il y a ce qu'on appelle plasma convalescent. On croit que les gens qui ont été attaqués par la COVID ont développé les anticorps. Et on encourage ces gens d'aller donner leur sang à la banque de sang et on prend ces sangs, puisque le plasma c'est quoi? C'est la liquide qui est dans votre sang. On prend ça, on donne aux malades qui sont vraiment malades de la COVID avec l'espoir que ça va les aider puisque ce sang contient les anticorps. Donc, encore, on est en train de découvrir la maladie. Ouais. Donc, le virus de la COVID-19 est tout récent. Tout récent. Mais je ne peux pas dire que ce virus est arrivé au bon moment. Et nous devons reconnaître que les scientifiques, que vous êtes, les experts, les scientifiques, vous êtes en train de travailler à une époque où la science est vraiment très développée, très poussée. Voyez vous-même, par rapport au premier jour, où on a appris à connaître le virus, nous sommes déjà aujourd'hui au niveau du vaccin, alors que j'estime qu'il y a 100 ans, 50 ans, on serait un peu plus lent. Donc, ce virus est arrivé à un moment où la science a déjà fait des gros pas. Et je ne dois pas dire merci, mais franchement, c'est une bonne chance, si on peut utiliser l'expression chance. Alors, on évolue. La prochaine question est la suivante. How does the virus impact your body and health after you have contracted the virus and have been healed? People who have complained about long-term to lingering health issues they did not have prior to contracting the virus. Donc, je vais prendre la première question. How does the virus impact your body and health after you have contracted the virus and have been healed? Comment, je vais essayer de traduire encore une fois, permettez-moi, comment, quel impact, effet, ou quels effets a le virus de la COVID-19 sur votre corps et sur votre santé après que vous l'ayez contracté et guéri. Donc, les effets, comment on dit ça, c'est postpartum la maternité. Ça, c'est pour la maternité. Ça c'est partum, c'est la maternité. Postpartum, après la maternité. Les effets après qu'on ait contracté sur le corps et sur la santé. Il y a une expression là que j'ai essayé de chipoter dessus. Et là, j'ai fait allusion à la grossesse. Là, ici, c'est du virus. Okay. Les effets après vous avoir atteint et après avoir été guéri ou soigné. Sur le corps et sur la santé. Bon, je peux essayer de donner quelques éléments de la réponse à cette question. Le virus de COVID, quand il entre dans le corps humain, il entre à travers les voies respiratoires.
Donc, selon la littérature, il se développe dans les sinus et puis il descend vers les poumons. Alors, vers les poumons, il détruit les cellules pulmonaires de base. Donc, quand nous respirons, l'oxygène va jusqu'au fond des poumons et puis il y a des échanges, ça part dans les sangs et ça va dans le corps tout entier. Alors, si ces cellules de base-là qui font les échanges d'oxygène entre l'air et le sang sont détruites, c'est-à-dire que les cellules du corps commencent à souffrir, commencent à manquer d'oxygène, et l'oxygène, c'est quelque chose de très vital pour le métabolisme du corps humain. Alors, les conséquences qui viennent généralement après que quelqu'un ait souffert de COVID, ça dépend de la sévérité de la maladie que la personne a. Et souvent, les personnes qui passent beaucoup de temps dans les soins intensifs, ce sont les personnes qui gardent les séquelles pendant longtemps. Il y a eu des personnes qui ont dû apprendre à marcher encore après être sorties des soins intensifs. Il y a eu des personnes qui ne pouvaient plus parler après avoir été aux soins intensifs. Et j'ai suivi l'histoire d'un pasteur qui a été dans les soins intensifs pendant longtemps. Il s'est quand même réveillé, mais il ne se rappelle plus de rien. Il ne reconnaît que sa femme. Et il demande à sa femme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais ici? Donc les conséquences, surtout quand la sévérité a été vraiment très importante, les conséquences ne sont pas vraiment souhaitables pour quelqu'un. Franchement, donc ça atteint même la mémoire. Oui, ça peut atteindre même la mémoire parce que quand il n'y a pas d'oxygène au cerveau, décidément, c'est... C'est le point que j'allais toucher. Pour dire que bon, le virus de la COVID a tendance à vraiment asphyxier l'oxygène. Et nous savons l'oxygène, c'est la vie. C'est la vie, oui. Et une fois que l'oxygène n'est pas suffisant dans le corps commence à s'éteindre. Il commence à... C'est un peu ça, donc. Et la mémoire dépend donc des cellules... Ok, absolument. Et puis comme ça détruit aussi les poumons, il y a des gens qui guérissent, mais après là, peut-être avant ils couraient, ils faisaient la gymnastique, mais maintenant ils ne savent plus faire ça parce qu'ils seront à bout d'oxygène, à bout de souffle, comme on dit. Franchement, ça a été une journée excellente en termes de ce qui est l'information et la sensibilisation sur la COVID-19. Un ennemi qui atteint l'être humain sous une forme qu'on n'a jamais connue. Et pour ne pas rester longtemps, nous sommes en train d'arriver à la fin, vu le temps, nous allons demander à chacun ou chacune de participants sur cette émission ce soir, COVID-19 Action Rapide, organisée par la communauté congolaise d'Atlanta et par aussi la contribution directe des experts qui se trouvent sur ce plateau. Chacun d'entre vous, aujourd'hui, pourrait avoir un dernier mot dans une langue congolaise, par exemple, pour essayer d'intégrer l'information, l'importance, la responsabilité de chaque citoyen, chaque personne vivante à travers la planète Terre soit à mesure de comprendre où nous sommes, ce qui se passe autour de nous et comment nous pouvons nous y prendre. Alors, je vais commencer par la gauche avec Dr Zhao Jimmy. Si vous pouvez, vous avez un mot de fin dans une des langues de la République démocratique du Congo. Je vais le faire en Kikongo. Absolument. Na bampangi na munu Bakongo ya Bandundu ya Bakongo ou Congo central ou bien na batu nyonso bake batia batribi na veme bame vandaka kuna pe bameza balangi ina muzona kaka ku rappeler betu ke COVID ya kensaka ve COVID kena kufua batu COVID samu ya manisa ya kena kusenga ke betu nyonso betu vwanda betu ke se protéger na mutindo yina betu ke manisa yao continuer kusukula maboko, continuer kuvata masque, sika na vaccin ya mekuma disponible, kwenda baka vaccin, na mutindo kaka betu baka ba vaccin ankaka na tama.
Donc, il y a un message na munu yatsuka, il y a une question, ben l'enda contacter Studio Atlanta ou bien que contacter Cocomatel, ben que continuer à discuter na ben. Merci. Merci encore une fois, docteur Zaou Jimmy. Nous allons passer la parole à Madame Ebama Sandrine. D'accord. Dans une des langues. Oui, donc simplement pour dire que je suis beaucoup plus francophone que je suis lingalaphone. Donc je m'excuse. Si je peux peut-être dire un dernier mot en français, je serai un peu Avec plus... plaisir. Oui. Donc simplement pour encore remercier Papa Aimé et Papa Dédé pour avoir eu la vision de nous rassembler et pour sensibiliser la communauté. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons vraiment envie de voir nos frères et sœurs partout dans le monde en bonne santé. Le Covid est un virus invisible, c'est un ennemi invisible qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas anticiper. Donc nous vous supplions de garder la distance sociale. Continuez à laver les mains 20 secondes, comptez même 20 secondes. Continuez à porter les masques, c'est très important. Et quand le vaccin sera disponible pour vous et votre famille, je vous implore aussi d'aller vous faire vacciner. C'est très important. Nous vous aimons beaucoup. Merci. Alors, nous passons la parole à ma droite, à Madame Kabanga Florence. Dernier mot dans une des langues congolaises. J'aurais tant voulu parler en Chiluba, mais je crois que Maman Julien a un Chiluba meilleur que le mien. Alors, comme je suis née à Lubumbashi, je parle un Swahili qui n'est pas le Swahili Bora. On veut bien. Je vais essayer le Swahili de Lubumbashi qui est un peu mélangé de français. Mina fiambele kupiki aksanti sana président wa communauté aba congolais. Juu ya kutupatia hii occasion tukwe tusumburie mambo ya COVID. Atuna ba expert shebote tukingariki nafunda mambo ya COVID. Tukuninda nayo pole mais il faut tukwe sûr que tukuna participer. Atupashi kwa bale beku nekala benachunga bantu bengine batumike kaji ishe ndio tukwe tu bebe ma resultat. Shebote tunapashi kwa impliqué mu lutte contre COVID. Tuku culture moya tunapendaka kukala pamoya mu mafeti mu birio mais hii periodi ni periodi ya kufa nguvu hata kama tukuninda kubirio kubeba ma stratégie moya hivi kudiminuer ma contact entre les gens. Donc peut-être hata pakiri on peut commencer à faire entrer bantu kiloko bengine banenda bengine banengia olia bantu bote banengia pamoya tunikala tunasumburia parce que bantu bengine batenda bana lukula COVID et ça ne sera pas bien. Donc, il faut cheboter tout pour kintu kimoya. Merci. Oh, très bien. Et alors, on continue. Évidemment, on va passer la parole à deux autres personnes qui ont participé à cette émission aujourd'hui. Et avant d'y arriver, nous allons demander à certaines personnes sur le plateau, comme on doit garder la distanciation sociale, de changer de la place pour que certaines qui n'ont pas eu la chance, qui pourraient ne pas avoir la chance, excusez-moi, de donner dans une des langues congolaises. Et dans l'entretemps, les réseaux sociaux continuent à nous bombarder avec les informations et nous apprécions beaucoup pour nos téléspectateurs. Avant de passer ma parole aux deux dernières personnes qui sont sur ce plateau, je vais essayer rapidement, vu le temps, de toucher quand même, comme je les ai déjà devant moi, de toucher ces questions ou soucis. This one here, there's too many parties. Congolese churches aren't respecting sanitation regulations. Donc ici, il y a un souci où certaines, on fait allusion à certaines personnes ici dans la communauté congolaise des États-Unis qui organisent des fêtes, qui se rendent à l'église, les nouveaux mariés, les amoureux. Moi, je dois avoir
ma fiancée, nous on doit faire notre fête de mariage, et il se décide. Il lance des invitations, c'est un peu ce sujet-là. Et donc, nous voulons que les experts, je pense que le vœu de ces personnes, c'est que les experts sur ce plateau puissent insister sur le fait que vous devez, pour le moment, essayer de vous abstenir le plus possible des contacts physiques ou contacts, créer des groupes, se retrouver ensemble, des personnes qui viennent de plusieurs familles que vous amenez converger à un seul endroit, réellement. Parmi ces personnes, une fête de 200 personnes, généralement c'est le chiffre normal au Congo des Congolais dans les fêtes, 200, 300 personnes qui viennent de plusieurs maisons, plusieurs villes, venir se rencontrer. Le virus est quelque part là. Il vous attend et il est silencieux et il est invisible. Vous pouvez mettre vos lunettes, vos loupes, il est invisible. Il est là parmi vous, donc prenez soin de chacun, soyez responsables. Et il y a une bonne chose, il y a des vaccins, donc bientôt, avec un peu de patience, on va retourner presque à la vie normale, presque. Mais je ne peux pas prédire. Alors, un autre point qui dit, people hesitate to have their names mentioned, nous comprenons. Et puis, important ici, on dit post-Covid. La convalescence, can the virus come back? Je pense que cette question a une réponse qui a dit après avoir été atteint, après avoir été vacciné, surtout avec les vaccins qui viennent en 2 doses, séparés par, je crois, 3 semaines, il y a risque toujours de l'avoir. Alors, je pense que j'ai plus ou moins touché les points essentiels et les questions. Nous allons bientôt clôturer, donc nous allons accepter vos questions même pour une très prochaine émission. Et donc, le dernier mot, votre dernier mot, Madame Mouteba Julienne, dans une des langues de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je vais essayer de donner les conseils à la communauté qui parle la langue Chiluba. Bana betu bajibakula mwakulu wa Chiluba, mwakulu wa Jisanka, mwakulu wa Kanemu. Tuji tutobinu fanshi tunu sengelela. Tunu ambila njisa meji jijibuela njisa majinena. Chihuhu chinena chijimunka chimwetu. Ikalayi nuvuala maska eno bwanyi nuji proteger muntu muko abujabu hineba. Tuishi tweba ulama bweba wewe kwanga chituishi twa muntu muko abuto. Epu imbimpa kwikala kwa mai kubyanza jiba Jones bwanyi kwikaji wangata tuishi bwakubweja mukana mweno to. Kaji haju heta jisamage. Ikala uje bimpa uno bimpa ulala bimpa. Bwanyo heta bukola bwawewa kujidefanda kujisamage. Epui tutu nusengelela. Hikala bisalu bihatuka. Nukamona iba Dr. Beno bwanyi nuheta ibisalu. Vijamukulu mwena bukola bonso anulama. Tuji bonso ensemble mubwalo epo. Toasak jilai. Très bien dit. Nous avons une toute dernière personne à mon extrême gauche qui va certainement donner le tout dernier mot et puis je vais clôturer. Il s'agit de Madame Ebama Huguette. Merci. Votre dernier mot dans une des langues congolaises. Merci, merci. Bon, je sais que le français était déjà pris, mais je suis plus confortable en français. Je voulais seulement ajouter, c'est important de rester protégé avec les précautions qu'on a discutées, mais aussi de rester en bonne santé. Si c'est bonne santé, vous avez des problèmes de diabète, c'est ça votre focus.
Mais si aussi pour les jeunes qui n'ont pas des problèmes médicaux, c'est aussi important pour vous de rester en bonne santé. Je vous encourage tous. Merci. Merci encore une fois. Alors, nous allons finalement clôturer la soirée, la journée ou l'après-midi, l'émission. Et donc, nous invitons le président de la communauté congolaise d'Atlanta, M. Toumba Dédé. Avec moi ensemble, nous allons clôturer l'émission Covid, action rapide à partir de Studio ATL Atlanta. Merci encore à tous. Merci à ce panel que je crois que spécialement le message en langue, ça a vraiment donné une illustration très de couleurs, de couleurs dans ce beau studio ici. Et merci à Studio ATL, merci à Dr. Frank, merci à Didier, merci à Exaucé, merci Diman pour l'opportunité. Et ce n'est qu'un début entre frères et sœurs, mais je crois que je regardais encore les messages qui me parviennent. Comme Papa Aimé a dit, c'est incroyable, quoi. Donc, on ne pourra pas tout lire aujourd'hui. Et je crois qu'on m'a même suggéré par 5-6 personnes de refaire cette séance ici. Alors, je vais inviter le panel ici, mes frères et sœurs, si dans un prochain futur, si vous êtes disponible, avec la disponibilité du studio, si on peut se revoir ici encore. Et pourquoi pas en reparler encore et parler aussi d'autres sujets qui nous guettent la communauté congolaise, soit ici au pays, on parle du diabète, dont on a parlé, le cancer, on a parlé de cancer dans les messages, surtout pour les hommes, le cancer de la prostate qui a été vraiment très parlé dans les messages que j'ai reçus, et autres soucis dont nous avons ici, surtout comment voir les médecins, et nous parlons aussi des assurances des assurances d'Obamacare, donc on m'a aussi suggéré ça aussi. Je crois qu'on pourra élaborer ça ici dans un futur très prochain. Et merci encore à tous d'être venus. Ça fait vraiment plaisir de savoir que nous avons et pour vous dire encore, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que nous avons des grands médecins, des grandes personnes qui sont dans le domaine médical. Et ça reflète un peu d'où nous venons. Et cette négativité donc, qui nous accompagne tout le temps en tant que Congolais. Et je crois que cette session a prouvé le contraire. A prouvé le contraire que nous ne sommes pas seulement dans tout ce qui est négativité, mais nous sommes aussi dans le positif. Et ça, c'est un exemple. Vous tous ici qui avez connaissez le système éducatif dans ce pays ici. Et c'est un exemple pour nos jeunes enfants qui sont en train de regarder cette émission, nos jeunes talents qui sont extérieurs. Et je suis sûr qu'ils vont vraiment vous imiter et imiter aussi le studio pour voir aussi comment est-ce qu'ils peuvent démontrer à leur famille, à leurs amis, surtout les amis américains, que la communauté congolaise est assez assise. En tout cas, c'est une très bonne chose. Et avant que je clôture, je voudrais vraiment insister à ce que les questions qui sont parvenues, le souci de nos fêtes, des mariages et chez nos pasteurs, c'est un souci grave parce que là, nous avons des gens qui sont décédés. Ils sont décédés et qui ont fréquenté certains milieux. Vous savez aussi que nous avons la majorité de nos frères et sœurs qui travaillent, qui sont vers Claxton, qui sont dans le camp des réfugiés, ils travaillent dans le chicken farm, le meat farm, etc. Donc, il faut absolument que le message puisse passer, que ça circule dans les communautés le dimanche, quand on va demain dans nos églises, ça va circuler encore. Parce qu'il y a beaucoup de nos églises dont le port du masque et les social distancing, comme on dit, ne sont pas respectés. Et je crois que c'est un devoir à nous tous ici et ceux qui sont à l'extérieur de pouvoir envoyer ce message tous les jours, parce qu'il y a une moyenne de 160 morts ici en Géorgie, 160 morts par jour. Et nous ne sommes pas... nous sommes exposés de tous ici. Donc nous devons faire un effort et envoyer ce message, surtout à nos enfants, qui puissent regarder que nous respectons les valeurs d'une société dont nous vivons ensemble. Merci encore à tous et à la prochaine. Hein? Merci encore. Merci. Merci, Président. Ok, merci. Le port du masque, la distanciation sociale,
Le virus est là, il est parmi nous, il est invisible. Je veux remercier de la part de Studio ATL les membres qui ont participé aujourd'hui, ou les participants de cette émission. Merci d'être venus et partager cette information qui donne la vie, qui protège la vie. Et nous n'avons pas eu assez de temps pour satisfaire tout le monde. Nous allons revenir. Et de la part de Studio ATL et de moi-même, Aimé Stéphane Mukendi, à partir d'Atlanta, États-Unis, nous vous remercions tous et nous vous aimons et à la prochaine. Merci.